Bon, voilà. Les journées paysannes existent, nous avait dit Monseigneur Brincart en 1992, pour nourrir l'espérance paysanne. Eh bien, cette espérance est un peu restée sous le boisseau, un peu comme le grain jeté en terre, mais un certain temps à germer. La germination est-elle en train d'apparaître? Avant de répondre à cette question, essayons de proposer une analyse de la situation paysanne aujourd'hui. Nous voyons trois voies qui sont possibles. La première qui semble s'accommoder de l'effondrement paysan, pour transformer l'agriculture en une sorte de production industrielle, basée sur le commerce international et sur l'économie libérale et financière. Mais sous cette forme, vers quel chaos économique, financier et écologique et humain va-t-on? La seconde est celle des agriculteurs exerçant leur métier avec une conscience aiguë de leur responsabilité de participer à la culture de vie. Ils mettent tout en œuvre pour trouver des méthodes de culture s'inspirant de l'agronomie et de ses découvertes. Ils essaient d'allier la connaissance scientifique et la connaissance paysanne. Nous en avons un bon exemple avec ce qui nous a été dit hier par Jean-Yves Talloirne, qui nous a montré comment l'espérance est dans le pré, et par Mathieu Tabar, qui s'installe comme paysan boulanger. La troisième voie est sans doute toute nouvelle. Moi, j'ai envie de dire, elle est toute nouvelle et elle est très ancienne aussi, puisqu'elle date des premiers chrétiens. C'est celle des petits domaines. Il en existe déjà avec des racines paysannes profondes, mais d'autres vont voir le jour par l'attrait profond du lien à la terre et le besoin d'une vie de famille heureuse, sobre et équilibrée. Pour ces paysans ou ces futurs paysans, il y a aussi cette absolue nécessité d'une connaissance agronomique des sols, basée sur l'humus et la vie microbienne. La nécessité aussi de la valorisation des fruits de la terre par la valeur ajoutée donnée à la ferme, par la vente directe, par les rapports développés entre la ville et la campagne. Cette troisième voie doit être facilitée et encouragée en incitant des jeunes à s'installer avec peu ou très peu d'investissement, en cherchant à établir des liens entre le foncier et les jeunes agriculteurs, en pratiquant, en imaginant toutes sortes de formes de vente directe, en facilitant les liens de la ville et de la campagne, en constituant sur le plan local de nouvelles sociétés mutuelles d'entraide paysanne adaptées à notre temps, en fondant avec d'autres personnes du milieu rural des groupes de prière qui chercheront à ouvrir et à éclairer les églises des villages, en participant à la fondation d'écoles primaires et d'écoles d'agriculture indépendantes, en facilitant la formation de communautés rurales, prémisse des foyers de lumière s'inspirant de la vie des monastères et de la règle de Saint-Benoît. En schématisant, bien sûr, on peut dire que la première voie évoquée plonge l'agriculture dans le grand tout de l'économie financière, la seconde et la troisième voie, si elles veulent subsister, doivent montrer le chemin de l'économie du vivant, de la culture, de la vie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est le plus intéressant. Il y a plein de bonnes idées. Et voilà, et je laisse les intervenants reprendre ces idées et continuer à creuser. Merci. Voilà, donc nous allons aborder la dernière table ronde. Nous n'avons pas beaucoup de temps et nous allons essayer de nous concentrer. Et je vous propose une image un peu pour cadrer notre table ronde. Nous sommes partis de cette question de comment passer d'une économie financière à une agriculture, une économie du vivant. Et hier, nous avons eu plusieurs présentations qui nous ont montré les puissances à l'œuvre. Et ça a commencé avec Marc Chenet, des mécanismes extrêmement, on va dire, organisés, puissants et avec une capacité extrêmement néfaste derrière. Nous avons aussi vu avec Jean-Yves Talloirne que finalement, même sur des questions finalement très techniques, en réalité, il y avait des stratégies à l'œuvre derrière
autour de ces idées de maïs et de soja pour essayer de rentrer à toute force dans l'alimentation des vaches laitières. Je ne suis pas assez près? D'accord, très bien. Là, vous allez trembler. Là. Donc, on voit des mécanismes forts, importants, et à partir de là, on se pose la question de savoir, finalement, que faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment sortir de cette sorte de malédiction dans laquelle on est pris? Et, vous voyez, moi, je réfléchissais à ça ce matin, en pensant à cette table ronde, et tôt ce matin, et je me suis dit, finalement, la figure qui s'impose, c'est celle de David contre Goliath. Goliath, c'est un être extrêmement puissant, c'est un géant. Chaque fois qu'il avance un pied, la terre tremble. Et puis, alors, on voit arriver David, qui a l'air tout à fait frêle. Et je dois dire que mon voisin de droite hier me donnait un petit peu cette impression de s'avancer face à des logiques extrêmement, on va dire, difficiles. Des dettes considérables, une situation qu'il n'avait pas l'air d'avoir complètement choisie, qu'il reprenait, mais en même temps, il n'a pas du tout les caractéristiques d'un animal de traction, vous voyez, dans la danse, dans le mouvement. Et puis alors, voilà, on se disait, quand il nous a présenté la situation, il va aller se faire hacher tout cru, le malheureux là. Et donc, le voilà qui sort de sa petite musette des cailloux et commence à les balancer sur le Goliath, et ça a l'air de produire des effets. Au fond, les stratégies proposées par Jean-Yves hier étaient de même ordre. Finalement, ça paraît presque trop simple. Alors, donc moi je propose comme thème pour cette table ronde la stratégie des petits cailloux. Parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps à savoir comment réformer Wall Street, mais finalement, c'est peut-être d'ailleurs la seule critique que j'aurais portée à l'intervention de Philippe Maxence hier, qui, après nous avoir présenté le distributisme, nous dit, mais au fond, il n'a pas pris en compte la question politique. Et tant que le cadre politique n'a pas été traité, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai le sentiment que c'est un sujet qui se mord la queue, c'est-à-dire que finalement, la politique, c'est nous aussi, et c'est en redéfinissant la politique comme la question qui nous concerne tous, et en étant comme personne capable de nous impliquer, de changer le monde, là où, à partir de là où nous sommes, dans notre courant pour une écologie humaine, nous avons l'habitude de dire à hauteur d'homme, et c'est à partir de là que peut se manifester un changement. J'ai tendance, je ne suis pas dans le rejet du politique, je pense que franchement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est-à-dire, si nous ne changeons pas, ils ne peuvent pas changer de toute façon. Ils sont plus ou moins intelligents selon les cas, il y a de tout, mais de toute façon, ils ne peuvent pas le faire à notre place, cette transformation. Donc, revenons à la stratégie des petits cailloux, et je vais maintenant distribuer la parole. Alors voilà, je propose de faire 2 tours. Je demanderai une certaine discipline à tous ces nombreux orateurs qui sont autour de la table pour essayer de faire une petite synthèse des petits cailloux qu'ils identifient. Ça sera le premier tour. Le deuxième tour est une question qui traîne depuis hier. J'ai une liste de petits papiers ici et je vais les distribuer. Voilà. Donc, comment voyez-vous cette stratégie de David en face du mammon, du bal, de la finance, des pouvoirs financiers qui se distribuent, se partagent le monde, et au fond, quel genre de petits cailloux avez-vous dans votre musette? Et comme il y a une personne ici qui n'est pas encore intervenue, c'est Stéphanie Bignon, dont nous sommes tous très très curieux de savoir ce qu'elle va nous dire, c'est la seule qui n'a pas parlé, eh bien on va commencer par vous. Alors, pour nous sortir les petits cailloux de votre musette. Comme vous n'avez pas parlé, allez, je vous en donne 5, mais je vais pas en dire. Monseigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. C'est toujours un grand plaisir d'être aux Journées Paysannes. On se rafraîchit l'esprit. Les petits cailloux que nous avons, nous, Terre et Famille en Brionnais, 20 minutes au sud de Paris-Loriane, sont des petits cailloux, je dirais, éminemment politiques. Petits cailloux politiques parce que qu'est-ce que la politique? En fait, qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la démocratie, si ce n'est, pour commencer, un don de chacun au bien commun, un sacrifice de chacun au bien commun. En fait, la grande force de ce système, c'est qu'il s'est accaparé nos mots, nos concepts,
et qui nous les a rendus tout pervertis. Donc rien ne se fera effectivement en partant de cette politique qui ne devrait plus s'appeler politique puisqu'on parle de lobbying, c'est-à-dire autrement dit de corruption institutionnalisée. Rien ne se fera par le haut. Et comme disait Macron d'ailleurs, pour nettoyer un escalier, on commence toujours par le haut. Donc je crois qu'il faut partir du principe que, ayant fait le deuil de ce haut ô combien perverti de l'escalier, il faut que nous repartions du bas et que nous repartions à la conquête de notre propre territoire, mais à commencer d'ailleurs par la conquête de nos propres cœurs, de nos propres âmes. Et nous avons en France une chance incroyable d'avoir une vascularisation exceptionnelle. 36 000 communes, plus que 34 000 avec les méfaits de la loi NOTRe et de la réforme des collectivités territoriales qui avait été amorcée par Nicolas Sarkozy et continuée aujourd'hui de façon extrêmement efficace pour tuer nos communes. Et pourquoi tuer les communes si ce n'est pour tuer le véritable endroit où se fait la véritable démocratie? C'est dans nos communes que se joue la vraie politique de notre pays. Donc, ce faisant, défendant nos communes, alors vous allez me dire, comment défendons nos communes? Aujourd'hui, on nous fait croire que mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, c'est faire son devoir politique. En fait, non. Faire son devoir politique, c'est, et nous connaissons ça, nous, catholiques, la subsidiarité. Notre premier devoir est d'exercer nos compétences là où nous sommes. Or, qui assiste à ces réunions des conseils municipaux? La question se pose. Assistons-nous aux conseils municipaux de nos communes, de nos villages, de nos agglomérations, de nos arrondissements? Autrement dit, nous avons pris, comme je le disais en préambule, la mauvaise habitude de se désintéresser de là où nous sommes compétents pour nous intéresser à des concepts de plus en plus abstraits et finalement par perdre nos âmes dans des combats qui ne se jouent pas de façon loyale puisqu'on assiste à une corruption toujours plus grande. Donc en fait, on nous a dépossédés des lieux où nous pouvons exercer nos compétences pour nous donner un mirage à la place. Donc retrouvons nos communes, retrouvons l'exercice de la véritable démocratie qui est en fait un engagement et de petits sacrifices de chacun pour le bien commun. C'est ça la vraie démocratie et la vraie civilisation. La civilisation est fondée sur le sacrifice de chacun au bien commun. Pour votre maîtrise du temps. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Marc Chenet. Alors, je vais lui dire que hier, il nous a franchement convaincus sur ces grands mécanismes, disons, financiers. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est les petits cailloux. Et je dois dire que, Marc Chenet, si vous aviez pu nous éclairer en outre sur vos petits cailloux à vous, c'est-à-dire vous étiez, ou vous êtes toujours, président ou vice-président d'une grande école commerciale, où vous êtes dans une université, vous avez enseigné cette finance qu'aujourd'hui vous semblez dénoncer avec vigueur. Mais alors, comment êtes-vous passé dans la situation d'aujourd'hui? Parce que j'imagine que ça n'a pas été simple, vous avez dû ressentir ce que ressentent tous les gens finalement qui vivent ce genre de transition, c'est-à-dire malaise, isolement, peur et désarroi sur le mode opératoire. Donc, comment avez-vous fait? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de vos petits cailloux à vous, et puis ensuite vous pouvez parler des petits cailloux pour nos amis les paysans? Ensuite, à la crise de 2008-2009, je me suis dit que je ne pouvais plus enseigner comme je l'avais fait jusqu'à présent. Donc vous parliez de malaise, mais j'aurais été dans une situation délicate vis-à-vis de moi-même si j'avais continué. Au contraire, à faire comme avant. Donc, je me sens bien mieux maintenant que si j'avais continué. Parce qu'il faut pouvoir parler comme on le ressent, comme on analyse les choses. Si les professeurs ne parlent pas, qui va parler? C'est dommage. Il faut jeter le micro. À 10, on négocie. Ça va mieux, est-ce que d'accord. Donc, excusez-moi. Donc, je disais qu'à partir de 2008-2009, j'ai décidé d'enseigner différemment suite à la crise financière. Je ne voulais plus enseigner
comme auparavant, je me serais senti mal à l'aise par rapport à moi-même de mentir, parce que je pensais que c'était des mensonges. Les étudiants en France comme ailleurs, en économie, en finance, subissent un lavage de cerveau. Ils confondent l'être avec l'avoir, pour être clair. Ils pensent qu'ils existent parce qu'ils possèdent. Faux. Ils n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'ils vont posséder 2 Porsche et 3 Mercedes qu'ils vont exister. Donc là, il faut argumenter par rapport à eux. Et là, argumenter d'autant plus lorsqu'on est professeur d'économie. Parce que si on est professeur de philosophie, on dit « Ah oui, bien sûr, vous êtes professeur de philosophie, donc vous ne comprenez pas l'économie. » Je profite de cela pour dire « Je suis professeur d'économie, et je vous dis qu'en tant que professeur d'économie, qu'en tant que professeur de finance, les valeurs fondamentales ne sont pas financières. Réfléchissez. Réfléchissez à cela. » Donc, ce dont il s'agit, c'est de placer l'humain au cœur de l'économie. Actuellement, l'humain est marginalisé. Il faut placer l'humain, la famille, au cœur de l'économie. Vous savez ce qu'on dit en médecine, l'opération a fonctionné, mais le malade est mort. C'est ce à quoi on est confronté en économie. C'est bien, vous souffrez, mais c'est bien pour l'économie. Si nous souffrons, c'est que c'est pas bien. Et beaucoup de gens souffrent en France, en particulier dans le monde agricole. Donc c'est qu'il y a un problème de fond. Pas nous faire croire que c'est bien si on souffre. Donc, j'ai décidé de le faire, je me sens bien mieux. Mais votre environnement a accueilli cette transformation avec plaisir, intérêt? Un grand plaisir, vous pouvez imaginer. Non, mon environnement est occupé. Très occupé à d'autres tâches. Bon, mais il faut tout de même profiter de la liberté académique, ce que je fais. Le recteur de l'Université de Zurich est tout à fait ouvert en ce qui concerne ces questions. Il est content que je m'exprime. Les collègues, ça dérange un certain nombre de collègues, effectivement. Ils m'ont dit, je me souviens, une dizaine d'années, certains m'ont dit ce n'est pas bon pour la réputation de l'Institut, du département, et puis d'autres m'ont dit, si on se préoccupe de questions éthiques, après tout, on peut aller à l'église le dimanche, pas besoin de développer ces thèmes dans le cadre de l'université. Voilà où on en est. Donc il y a un véritable travail à faire pour toutes les universités, parce qu'on est en train de former encore aujourd'hui des individus comme ceux que j'ai montrés hier, les Pierre Viel, etc., des individus qui sont allés en prison, des traders, et qui eux aussi confondent l'être avec l'avoir. Les marchands du temple ont pris le pouvoir. Donc ça nous réagit à vos pariers de petits cailloux de David et Goliath, mais c'est paradoxal, puisque David représente 99% de la population. Alors, qui est David, qui est Goliath? Le paradoxe, c'est que le 1%, donc les grandes banques, je ne parle pas de toutes les banques, il ne faut pas tout mélanger, je parle des grandes banques, celles qui sont systémiques. Je parle des grandes banques qui sont systémiques. Le son ne fonctionne pas? Si, d'accord. C'est le micro-graphe, mais pas ici. À gauche. Ça va. À droite. Change le micro? C'est mieux celui-là? Essayons de tourner le haut-parleur. Celui-là, là-bas. Il y a que lui qui marche. Ces institutions, donc, bien qu'elles représentent un tout petit pourcentage de la population, ont des leviers énormes. Donc des lobbies qui sont à l'œuvre. Vous disiez effectivement, voter une fois tous les 5 ans ne suffit pas. Alors il faut partir du bas lorsqu'on veut nettoyer l'escalier, je suis d'accord avec vous. Et il faut venir avec des petits cailloux, et parfois il faut prendre l'ascenseur aussi. Pour aller plus vite, il faut faire les deux. Il faut partir localement, il faut interpeller les élus. Il faut qu'ils aient réalisé qu'ils sont là pour représenter ceux qui les ont élus, justement. Et non pas des lobbies très puissants qui sont en train, actuellement, de polluer l'air, la terre. Je vous rappelle que 60% des espèces animales ont disparu. Nous avons une responsabilité, nous, par rapport aux générations à venir, de leur laisser une terre vivable. Et c'est de moins en moins le cas. Donc il ne s'agit pas de gauche ou de droite, finalement, il s'agit du respect du plus grand nombre, il s'agit du bien commun. Il faut intervenir avec des petits cailloux localement et globalement, effectivement, contacter non seulement les élus, les journalistes, leur demander d'effectuer leur travail. Voilà. Merci beaucoup, Marc Chenet. Je fais juste la remarque que David est tout seul, mais vous avez vu, il y a toute l'armée juive était là en train, avec les genoux qui s'entrechoquent derrière, et c'est le seul qui est capable de se lever.
Donc c'est ça la question, c'est quelles sont les conditions pour qu'on puisse se lever. Alors je vais passer la parole à David Tabar, je veux dire Mathieu Tabar, pour qu'il puisse nous révéler, peut-être nous faire une synthèse de ces petits cahiers. Alors, du coup, j'ai essayé de répertorier quelques petites graines. Du coup, je compare les petits cailloux à des petites graines qui germent et qui portent du fruit. Mais, on m'entend mal? Est-ce que là, ça va? C'est bon. Là, vous m'entendez? Donc, ce que je disais, en fait, c'est que quand Gilles parlait des petits cailloux, ça me faisait penser, pour nous, agriculteurs, aux graines qu'on peut semer. C'est vraiment une grâce de se dire qu'on passe dans un champ pour semer du blé et quand on a fini, on voit rien. Et il suffit d'attendre 2, 3 jours, une semaine, peut-être même 2 semaines parfois, pour voir que c'est Dieu en fait qui agit. Et notre vocation d'agriculteur, elle nous invite justement à semer des graines dont on n'est pas, sur lesquelles on n'a pas la main mise. Et moi, je l'expérimente aussi dans ma vie spirituelle et dans ma vie personnelle. Et ce dont je voulais témoigner en premier, c'était qu'à chaque fois, ces petites graines, ça part d'une relation personnelle. C'est-à-dire que, déjà, ma propre conversion, ma rencontre avec Jésus, c'était par des relations personnelles, ça ne s'est pas fait par la construction d'une idée mentale, c'était la rencontre avec un prêtre qui m'a bouleversé. Et je voulais vous témoigner particulièrement, donc ça c'est une expérience de vie sur la ferme, d'une rencontre qui a aussi bouleversé ma vie, c'est celle avec Élie, qui est dans la salle ce soir. Un jour, en fait, je vais vous raconter ça. C'est que j'étais dans mon tracteur, je revenais tout juste de mes séjours d'études, donc j'étais un peu perdu, j'avais plus trop d'amis dans le secteur. Et j'étais sur mon tracteur, ça devait être à semer du tournesol, donc au printemps. Et j'avais rencontré Élie et David au retour de ma confirmation, ou à l'année de ma confirmation, je ne me rappelle plus du détail. Et en fait, j'ai reçu un SMS quand j'étais dans mon tracteur, c'était Élie qui m'invitait à aller manger un kebab. Alors je ne devrais pas parler de ça aujourd'hui avec cette confirmation. Mais du coup, on a été manger l'agneau ensemble. Et il m'a montré ses photos de sa mission avec Point Cœur, et ça m'a aussi beaucoup touché. Et bon, je vais essayer d'aller vite. Mais en gros, ça a abouti sur un désir de faire quelque chose ensemble pour les jeunes de la paroisse. Enfin, on se disait, dans les campagnes, on n'est pas beaucoup de jeunes en paroisse, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et on s'est réunis dans un bâtiment qu'on appelle la cave, à la ferme, qui est en fait là où on stockait le vin, parce que c'est des murs d'1 mètre de large, donc ça conserve bien la température. Et on s'est dit, on va créer les soirées à la cave. Donc la première fois qu'on s'est réunis, on était 3. Et l'objectif, c'était avec le frère d'Élie, Élie et moi, de parler de comment est-ce qu'on pouvait mettre en pratique l'encyclique Laudato Si, et parler ensemble de la revue Limite, parce que ça parlait d'écologie intégrale, ça nous plaisait beaucoup. Et en fait, petit à petit, on était 5, puis 8. Je me rappelle la fois où on était 8, je crois qu'il y avait 5 séminaristes avec nous. Mais en fait, l'idée s'est propagée et régulièrement, une fois tous les 2-3 mois, aujourd'hui on accueille. La dernière fois c'était il y a 2 semaines, je crois. Et il y a 12 personnes qui sont venues désherber le Rumex chez moi, des jeunes. Et donc on a désherbé le Rumex pendant toute l'après-midi. Et le soir, on parlait de la relation homme-femme comme fondement de la vie chrétienne. Donc en fait, c'est juste pour vous témoigner que d'une relation ou d'un échange, de manger un kebab ensemble avec Élie, on a pu aboutir par la force du Seigneur à monter un petit groupe de fidèles pour discuter des questions qui nous préoccupent tous. Donc il y avait ça, pour aller vite, il y a aussi, quand on est dans un tracteur, pouvoir échanger un bonjour avec les personnes qui passent, ou même des fois arrêter son tracteur et aller discuter avec la voisine qui passe sur le chemin. C'est des gestes que je considère de gratuité complète, parce que ça ne me rapporte rien, mais en fait ça change tout. C'est-à-dire que dans le village aujourd'hui, j'ai plaisir à aller partager le café avec ma voisine, parce que justement on entretient une relation qui est gratuite.
Et je pense que le Seigneur, il agit par là sans qu'on s'en rende compte. Donc je ne vais pas vous témoigner de fruits de cette relation, mais pour moi, c'est en soi un fruit, quoi. La gratuité. C'est pareil quand on a un commercial qui vient ou un banquier qui vient à la ferme, on commence par lui proposer d'aller prendre un café. Donc c'est l'occasion de le mettre de notre côté et puis aussi de rappeler à notre relation qu'elle n'est pas juste monétaire ou c'est pas juste un partenariat financier, on essaye de s'impliquer un peu plus par la gratuité. Après, il y a des petites semences de graines d'évangile qui peuvent être d'évangélisation, par exemple vis-à-vis de mes clients. Je sais que quand je signe le pain, quand les clients me demandent un demi-pain, je signe le pain et je me dis, ils le savent. Ils le savent que moi, le Christ, ça compte pour moi. Et quand ils me posent la question, ça me permet de témoigner de ce que je vis intérieurement. Donc ça, c'est encore une petite graine gratuite qui peut porter du fruit, je pense, dans les cœurs sans qu'on s'en aperçoive. Et puis je pense que notre appel en tant qu'agriculteur, c'est d'essayer de faire au mieux chez soi. Et je crois que l'adoration qui est presque... quand on travaille la terre, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, on se place dans une attitude de contemplation, d'adoration qui nous porte à la prière. Et je suis certain que ces moments privilégiés passés avec le Seigneur, et ça peut être dans nos cabines de tracteur, et ben ça porte du fruit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Marco. Les petits cailloux dans sa fronde. Le fleur. Ah, fantastico. Ok. There is a joke in Italian. Please translate. In my town, when you say that someone is throwing the stones, donc dans mon village, quand on dit que quelqu'un est en train de lancer une pierre, it means that you are crazy. ça signifie simplement que tu es fou, il est fou. Ecco, così now I feel at my right place, throwing the stones. Et enfin, je me trouve à ma bonne place, c'est-à-dire à lancer des pierres. Because in my house they say I am throwing the stones. Parce que vraiment, depuis ma maison et notre association, nous lançons réellement des pierres. Ok. All the things we do is throwing small stones, but in the right moment, in the right place. La technique, c'est de lancer des pierres au bon moment, mais aussi à la bonne place. Then flew away. No. This is important. I got a brief story about the way of throwing the stones. One, I just told, that is the school. I don't know if we will change the word establishing the school. Alors la première pierre pour eux, c'est l'école. Ils ne savent pas comment ils pourraient vraiment changer le monde sans avoir cette école. But we changed our own life. We took back the right of educating the children, and this changed the life of every one of us, and we started a new life, as I was saying to you before. On dit que ça a changé leur vie parce qu'ils ont repris le droit d'éduquer leurs enfants. Et en même temps, cette réflexion a changé complètement leur vie, parce qu'ils se sont éduqués eux-mêmes. Another small stone is the case of the purchasing of our community house.
Ensuite, la troisième pierre, c'est l'achat de leur maison communautaire. Because this house and the soil, the land around were sold by the local hospital that didn't have any more interest to take it. Cette maison a été vendue par l'hôpital local qui n'avait pas plus de besoin de cette maison sur la colline. We participated to the auction and we won because no one wanted that land, only the mayor of the town. But he told everyone how much he will pay. So it was easy to win. Je vais dire, on a gagné le concours de la vente aux enchères. Il n'y avait personne qui était intéressé par cette maison, sauf le maire, mais il a fait une mauvaise offre et ça a été facile de le battre. He was sleeping, we were awake. Anyway, we decided to buy, not going to a bank and asking for a loan. Nous avons pris la décision dès le départ de ne pas demander d'emprunt. But I asked my friends, our little people, to lend money to the cooperative. Not to give, not to as a gift, but as a loan, as a lending money. Donc en fait, tout le monde a mis ses petites économies. On a décidé de ne pas le mettre comme part de propriété, mais comme finalement chacun a prêté de l'argent à l'achat. And we had the money enough to buy the house and the land. This was really a discovery for us. We discovered more or less two important things. The first, that we were autonomous, independent from the bank, but no one thinks it is possible. Because every one of us is used to go to the bank the way you go to church every Sunday, as obligation. We decided, and we said around the world that this wasn't an obligation, and that we can have the money between ourselves. It's only a mean of sharing. Donc il dit que ça a été une expérience parce qu'il ne pensait pas qu'il pourrait être autonome des banques, et puis cette expérience les a convaincus qu'il pouvait l'être, et qu'il pouvait sortir cette obligation d'être obligé d'aller à la banque. Mais il a fait une plaisanterie, il dit comme beaucoup, ils se sentent obligés d'aller à l'église, mais pas pour les bonnes raisons. And second, we rediscovered an ancient tool. We called them in Italian Monti di Pietà. They were abolished by the reign of Italy, but they were present when they were founded by the Franciscan friars during the 15th century. More or less, it was the same way to lend money to the people. The people I was talking about during my speech. Every hill was a village, every village people, okay? Ensuite, on a recréé un Monti di Pietà, enfin Mounts of Piety. Un Mont Piété, tel qu'il avait été créé au début par un religieux franciscain. Et puis, voilà, ça nous a beaucoup aidé. These are two small stones. If you start thinking by yourself, thinking a different way, you will find thousands of stones. Et puis, si vous pensez de la même manière, vous allez trouver des milliers d'autres petites pierres. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire un deuxième petit tour avec les questions qui sont restées en arrière pour éliminer toutes les frustrations avant que vous puissiez partir maintenant. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Stéphane Bignon et je vais lui demander de relire avant, ou en tout cas de nous faire la petite synthèse de la question à laquelle on a
Baptiste de répondre. Merci. Alors la question est la suivante. Le système politique russe actuel semble avoir réussi en partie à relever le pays, exemple en 1990, en empêchant les riches oligarques de s'investir en politique, c'est-à-dire en rétablissant la hiérarchie. L'économie est subordonnée aux politiques. Nous sommes d'accord. La question est, serait-ce possible en France ou dans d'autres pays occidentaux de retrouver ce redressement selon le modèle russe? Alors, en fait, l'histoire russe et l'histoire française ne sont pas les mêmes. Nos rois et nos tsars ne sont pas exactement les mêmes personnages. Je voulais de toute façon dire que je remerciais nos ancêtres. Je crois énormément à la communion des saints. Je dirais même que c'est la communion des saints qui a fait ma conversion. Donc j'ai vraiment une très grande gratitude envers tous ceux qui sont passés avant nous et qui ont fait notre pays. Et je n'éloigne pas la réponse à la question. C'est précisément, je pense que la France a oublié ce qu'elle était parce qu'on s'est ingénié à lui faire oublier, en lui faisant ignorer son histoire ou en la défigurant, en nous culpabilisant sans cesse. Donc je voulais d'abord remercier et rappeler, car je suis un petit peu entêté, que cette France, peut-être plus que nulle part ailleurs, plus que n'importe quelle patrie, que n'importe quelle nation, est basée sur la famille. Qu'elle n'est pas la fille aînée de l'Église par hasard. Je crois qu'elle a totalement métabolisé les évangiles. Et que nous sommes véritablement une famille de familles. Et que c'est ça, la France. Une famille de familles au sens large. Et que ces familles de familles sédentarisées se sont sédentarisées autour de nos églises. Et je voulais revenir à ce redressement de la France que je crois profondément ne pouvoir commencer que par nos villes et nos villages. Nous avons à Briand, et là je vais prendre un exemple très concret, je suis donc élu local, et j'ai eu la bonne idée de mettre les horaires du chapelet que nous avons instaurés, mensuels, selon les ordres de Sainte Marguerite Marie, une fois par mois en l'église de Briand. J'ai mis les horaires du chapelet dans le bulletin municipal dont je suis responsable, village de 232 habitants. J'ai failli me faire casser la figure, je vous passe les aventures. Et puis je discute avec mon voisin. Et ce voisin, qui est paysan, me dit « Oula, Stéphanie, là vous êtes allé un peu trop loin quand même. Là vous mélangez le politique et le religieux, là vous êtes allé trop loin. Là. » Alors j'ai dit, mais enfin oui, c'est pas vous qui m'avez dit il y a 8 jours que vous en aviez marre de cet argent roi dans l'agriculture qui vous pousse à toutes ces erreurs que vous reconnaissez avoir faites. C'est pas vous qui me l'avez dit? Ah bah si, c'est moi qui vous l'ai dit. Bah bien sûr, il y en a marre de cet argent roi. Bah oui, mais alors qui est roi si l'argent n'est pas roi? En fait, tout ça pour vous dire que on va nous dire, et à juste titre, que les communes perdent leurs prérogatives. Vous avez raison, les communes perdent leurs prérogatives. Mais justement, il faut les prendre d'assaut, ces communes. 40% des maires actuels ne veulent pas se représenter. C'est une catastrophe, parce qu'on va nous dire, vous voyez bien, les communes, ça n'intéresse personne. 40% des maires ne veulent pas se représenter. Mais pourquoi ils ne veulent pas se représenter? Parce qu'on leur retire le pouvoir et on leur laisse les responsabilités. Alors, on m'a dit il y a 6 ans, quand je me suis présenté, on m'a dit oui, mais les maires ne peuvent rien faire. Je vais vous dire ce qu'on a fait en 6 ans, l'équipe de Briand. On a restauré l'église. Préalablement, on y a dit le chapelet. Hein. J'insiste sur le fait que le chapelet est une arme redoutable contre nos ennemis. Hein. D'ailleurs, ils y croient encore plus que nous. Parce qu'avoir instauré le chapelet m'a valu les pires choses que vous pouvez imaginer. Je les ai remerciés. J'aurais dit, mais c'est fantastique. Vous me prouvez à quel point le chapelet est puissant. Merci, merci beaucoup. Donc, nous avons instauré le chapelet, nous avons restauré l'église, nous avons restauré le presbytère, nous avons restauré le cimetière, nous avons installé un prêtre dans notre presbytère. On ne peut rien faire dans une commune de France. Nous avons encore des manettes, encore des leviers de commande. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'on nous prenne les derniers leviers de commande? On attend que les communautés de communes, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions,
Pourquoi a-t-on pu restaurer notre Église? Parce qu'on a encore les mains sur une partie de nos finances. Une fois que la communauté de communes se sera emparée de nos finances qui sont saines, vous irez demander au guichet 3-4B du bureau de la sous-préfecture, de la préfecture, du bureau administratif de Mâcon à 100 km de là. On voudrait, s'il vous plaît, récupérer un peu de notre argent que nos aïeux ont soigneusement économisé pour sauver notre Église. Mais on ne vous regardera même pas. Et c'est quoi la programmation? C'est que nos églises vont tomber. Et nos églises tombant, il n'y aura plus de village. Et on sera tous obligés de vivre en agglomération. Et nous, paysans, eh bien, nous ferons de l'agriculture hors sol, nous élèverons nos bestiaux dans des hangars qui ne verront le soleil qu'en steak. Donc, en fait, il y a urgence à se saisir de tous ces petits leviers de commande qui nous restent. Et si, pour répondre à la question comment doit se redresser la France, elle doit se redresser en renouant profondément avec son histoire et en se désintoxiquant en profondeur, à commencer par se désintoxiquer l'âme. Les questions qui ont été posées à Marcelin, je vais lui demander de reformuler brièvement. Première question, qu'y a-t-il de résilient dans le système financier? Les grandes banques ne sont pas résilientes. Elles sont sous perfusion de montants qui sont fournis soit par les banques centrales, soit par le contribuable, pour être clair. Pour les petites banques, c'est différent. Donc, il y a banque et banque. Il y a à peu près 30 000 banques dans le monde. 30 sont dites grandes banques, et celles-ci, encore une fois, sont sous perfusion du contribuable, en quelque sorte. Que pensez-vous des monnaies locales? Plutôt du bien, parce que justement c'est local. Plutôt que de dépendre d'une banque centrale à Francfort qui défend d'autres intérêts, c'est certainement plus intéressant de fonctionner localement. Donc c'est plutôt une initiative à soutenir. Comment vivre autrement sans ces banques et ce système? Encore une fois, il y a banque et banque, donc il vaut mieux fonctionner avec des banques plus petites. On me demande de citer des noms, on en a parlé à midi, la NEF par exemple, NEF, vous avez des banques éthiques en France. Donc il ne s'agit pas de rejeter toutes les banques, bien sûr, il s'agit de bien choisir. Comment? C'est anthroposophique. Moi j'ai quitté à cause de ça. Oui, peut-être d'autres exemples, hein. Je n'habite pas en France, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on a le choix tout de même. Il faut bien regarder comment fonctionnent les banques, et on n'a pas à faire co-banque, c'est ça tout simplement que je voulais dire. Après ça, chacun choisit en fonction de cette afférence, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Mathieu. Alors, la question c'était que... Oui, alors il y a une notion de qualité et la bonne relation client. N'est-ce pas le gage d'un prix maintenu élevé pour le producteur qui vivra du fruit de son travail? Du coup, en fait, ça, je ne suis pas trop capable de répondre, parce que j'ai essayé de calculer mon prix de vente pour que ce soit pas trop élevé pour mes clients et que ça me permette de rentabiliser mon activité. Après, ce que je pense, c'est que c'est surtout ce qui est important, c'est de pouvoir caler le prix de vente sur le coût de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des produits qui sont vendus sont calés sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Et le problème, c'est que cette logique-là, elle va à l'encontre de ce que nous donne la Terre. Parce que quand on fait ça, on ne se soucie plus de ce que ça nous a coûté. C'est-à-dire que c'est ce j'essayais de vous évoquer hier, de la dichotomie entre le marché industriel qui est un marché monopolistique et le marché agricole qui est un marché parfait, concurrence parfaite. C'est que si on se cale sur l'équilibre entre l'offre et la demande, souvent le prix d'un produit qui est homogène, il va avoir tendance à baisser. Et l'objectif pour nous, c'est de se dire, on calcule notre prix de revient en tant qu'agriculteur, combien ça m'a coûté de produire un pain, ou combien ça m'a coûté de produire un litre de lait, comme nous l'avait expliqué hier Jean-Yves, ou un kilo de grain.
et de tout faire pour pouvoir vendre notre denrée alimentaire à un prix qui est supérieur à ça. Après, je n'ai jamais discuté, j'ai pas l'occasion de discuter avec mes clients du prix de vente, et je m'en réjouis, parce que ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup. Alors, dernière prise de parole, Marco. La question est la suivante. Marco, pouvez-vous faire un historique plus précis de l'histoire de votre communauté? Quels sont les projets d'avenir? Quelques témoignages de votre vie fraternelle et quel est le rôle de la règle de Saint-Benoît dans les familles? We were born in 1993. Wow. Lot of a job. We were born in 1993 as a group of youth. I was 28, was not married with my wife. We started because we had a group of people wanting to preserve their own faith. Alors on a commencé en 83, j'avais 28 ans, on était un groupe de jeunes et on a commencé parce qu'on voulait préserver notre foi. After some years, we had formal recognition by our diocese, our bishop. The bishops were changed in the meantime when we started, but the first one was a fan of us, and the second too. And so we had a recognition as a private association of faithful Catholics. Donc on a reçu l'appui des deux premiers évêques comme association de croyants catholiques. This happened in 2004, 2009, first operation, second, and the things went on steadily until 2008 when we chose to start the school. The school was one of the things we made, but the other things that Eve, of which Eve made a list, were started along the years since 1994. It was a way to answer to the challenges of that moment. Donc on a eu deux reconnaissances pendant la première décennie 2010. On a fondé l'école en 2008 et voilà, peu à peu on a mis en œuvre la liste qu'on vous a présentée tout à l'heure des activités et on continue à la développer. In 2008, we started to take care of the appeal of Pope Benedict XVI about the idea of what's the word? Educational emergency. And we took care of it as things of every one of us. And so the school started. But as I was saying during my speech, the school changed all our way of thinking because we became aware of the fact that for many years the most part of the Catholics were acting not with a Catholic mentality but with a sort of sugar powder over values of the world, not ours. Et alors en 2008, ils ont commencé l'école pour répondre à une demande d'urgence de reprendre en main l'éducation des enfants par le pape Benoît XVI. Et ça a changé complètement leur vie parce qu'enfin ils ont pu aussi prendre conscience qu'avant, ils avaient souvent vécu
comme beaucoup de gens, c'est-à-dire en saupoudrant un peu de vie catholique sur beaucoup d'activités que faisaient ou que font beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec les valeurs profondes du christianisme. And now the things are going on with everyday struggles. Anyway, projects for the future are to convince as many people as we can, to take this road, because as the founder of the Monks of Norcia says, and you can find this quotation in the book of Rod Dreher, if the families won't take everyone won't be together, the family will lose. No chance, no choice. Second, we want to make a comment of all the people who living around the world about that have the same our aims. And the third is that we want that our youth will go on struggling after us, and this is happening now because now our children are growing and most of them are following this road. The rule of Saint Benedict is a great tool for humility, virtues, prayer, sacraments, spiritual guidance, and most of all, don't put anything before the love of Christ. Alors la règle est importante pour eux. D'abord, c'est la famille qui compte en premier. La deuxième chose, c'est qu'ils se sentent comme avec la règle de Saint-Benoît et les monastères à l'époque, ils se sont liés à un tas de projets similaires dans le monde. Et donc ils mettent ces valeurs chrétiennes en premier. La troisième, c'était the youth, Ah oui, la troisième, c'est qu'évidemment, il faut transmettre. En fait, c'est un moine transmet à des jeunes moines, etc. Et le monastère doit durer dans le temps. Et ils pensent qu'à partir de maintenant, ils ont commencé à avoir la conviction que ça va fonctionner avec leurs enfants et qu'ils vont continuer, ils sont porteurs de cette graine. Et puis ensuite, il a cité plusieurs points, tous les points importants de la règle qu'eux vivent, en fait. Les sacrements, le pardon. Je ne mettez rien avant l'amour de Dieu. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous devons maintenant terminer cette table ronde. Merci beaucoup les intervenants et nous allons passer la parole à la présidente qui va conclure. Merci beaucoup, même si bien sûr, comme tout, c'est trop bref. Mais je pense qu'on aura forcément une certaine, des échos des enseignements et de la vie de la communauté italienne, qu'on sait un tout petit peu ce que fait Stéphanie, que le professeur nous a laissé un livre, que Yves Dubreuil nous a laissé un livre. Enfin, voilà, donc il faut continuer à travailler, c'est un peu ça. Nous mettre l'eau à la bouche, il faut continuer à travailler. Donc maintenant, c'est notre présidente qui va conclure. Peut-être je demande aux personnes qui ont plus de 40 ans de se lever maintenant. Bravo. Merci. Merci. Parce qu'on a fait lever les jeunes, mais c'est grâce à vous que les jeunes sont là. Donc merci bien. Et tenez bon, tenons. Et j'ai pas de piège, il n'y a pas de service derrière. Merci. Donc, je vous demande par contre vraiment d'accueillir notre présidente et de la remercier de son service en tant que présidente, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et surtout, elle est réélue à l'unanimité. Oui, ils n'ont pas été gentils. Non, mais elle fait beaucoup de travail dans l'ombre, mais c'est vraiment... et le lien, entre autres, est un gros travail que je participe beaucoup. Merci. Merci beaucoup, François. Merci à vous tous d'être là, et puis vous avez été super sages. Là, j'ai admiré
admirée parce que ça fait quand même 2 jours qu'on a des conférences. En plus, il fait super beau dehors. Donc bravo. Hein. Merci beaucoup de votre attention. Comme je le dis chaque année, mais chaque année il y en a plus. Donc la jeunesse qui est là nous réjouit, vraiment. Et merci à tous les jeunes qui sont là. Et à tous les toujours jeunes. Parce que... Bon, on a déjà beaucoup remercié Marie-Christine et toute l'équipe, donc il n'y a pas que Marie-Christine, elle l'a bien dit, Bénédicte qui a beaucoup travaillé aussi. Enfin voilà, comme elle, j'ai pas envie de nommer tout le monde parce qu'on va en oublier. François a pris au vol la fonction de maître du temps et je le remercie beaucoup parce qu'il l'a fait avec beaucoup de rigueur, ce qui nous permet de terminer quasiment à l'heure. Et je rappelle juste pour que vous soyez en communion de prière, que s'il l'a fait au vol, c'est que d'habitude c'est Jacques Abrard qui le fait, mais qu'il vient de perdre son papa. Et que du coup, il était sur la route pour ici et qu'il a fait demi-tour pour... voilà. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, on va aussi prier en communion avec Pierre-Marie, qui lui est là alors qu'il vient de perdre sa maman. Et l'enterrement, je crois, est lundi. Voilà. Donc, merci beaucoup Pierre-Marie de ce service pour là Merci aussi à tous ceux qui ont accueilli des personnes chez elles. Donc, je ne connais pas tous les noms, je ne vais pas tous les nommer, mais vraiment, soyez remerciés très chaleureusement. Et bon, on l'a fait tout à l'heure aussi à Marie de Sauce et Sœur Lupita pour les enfants, le traiteur. Voilà. Donc, et je passe aux intervenants. Merci à Marc Chesnay pour son éclairage sur la finance internationale et sur les petits moyens qu'on peut avoir d'avancer tout de même et de garder l'espérance. À Jean-Yves, de nous avoir montré qu'il y a d'autres voies possibles. Alors là, je suis désolée pour ceux pour qui ça a été un peu difficile à suivre. Mais voilà, l'idée c'était de trouver que concrètement, on peut parfois avancer autrement. Alors même ceux qui sont vignerons, ils trouveront sûrement quelqu'un pour leur expliquer comment, en tant que vigneron, on peut aussi avancer autrement. Donc Mathieu, il nous l'a montré, lui, dans sa ferme, et c'était une très belle présentation. Je crois qu'elle a aussi touché beaucoup de gens. Donc Philippe Maxence nous a évoqué plusieurs essais d'application du distributisme. C'était vraiment ce qu'on lui avait demandé, de montrer concrètement comment ça s'était fait. Donc on a bien vu que c'était pas facile. Et après, c'est vrai que j'étais contente qu'il nous montre qu'à situations différentes correspondent des choix différents. Donc, voilà, chacun fait comme il peut là où il est et avec la situation qui est la sienne. Ça, je le redis à chaque fois, mais je le répéterai encore souvent. Voilà, merci Monseigneur de nous avoir rappelé que notre premier rôle est d'être des artisans de paix. Et je pense qu'on aura tous retenu ce que vous nous avez dit sur les syndicats et que nous, notre rôle, même en tant qu'appartenant à un syndicat, c'est d'être des forces de proposition et de communion et non pas de contradiction. Voilà, et puis cette table ronde là qui nous a donné plein d'élan et de bonnes idées. Prendre sa part dans la politique locale. Merci Stéphanie de cette ardeur pour nous le répéter. Interpeller les élus. Faire tout ce qui implique plus que de mettre un bulletin dans l'urne. Voilà, reprendre notre part dans la vie politique locale. Et pour ceux qui ont toujours leur part, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui continuent à avoir leur part, qui n'ont jamais lâché, et bien continuer à la tenir courageusement, malgré les déboires et les difficultés. Voilà, et je reprends ce qu'a dit le Père Éric dans son homélie tout début. La souffrance n'a de sens que dans l'offrande. Or, pour pouvoir offrir, il faut être conscient que l'on souffre d'une situation. Nous ne voulons pas croire ce qu'on cherche à nous faire croire, c'est-à-dire à une mondialisation heureuse.
C'est une chimère. Si la souffrance n'entraîne pas... Rien n'est vain si la souffrance n'entraîne pas la désespérance, qui est aussi une manière de ne plus souffrir, dit Martin Stephens, un philosophe. Pour survivre dans le désert, il nous faut des oasis. Toutes nos fermes, nos églises, nos communautés, nos groupes régionaux, cette rencontre de souvenirs, ce sont des oasis dans le désert. Et ce sont donc ces foyers de lumière si chers à Marthe Robin et aux journées paysannes. Donc, que ces petits lampions que nous formons deviennent des braseros qui réchauffent, puis un grand brasier qui enfin pourra rendre notre vie plus belle et plus sereine. Merci à tous et bon retour à chacun chez vous.